Donc, on va lancer cette petite table ronde. Alors, merci déjà d'avoir passé la journée avec nous. J'espère que la journée vous a plu, que les activités étaient intéressantes. Donc, durant cette conférence, on a la chance d'avoir 4 intervenants. Alors, avec la première association Valentin oui, représentée par son président Jean-Pierre Leclerc, et monsieur Mohamed Sarawi, qui vont présenter leur association durant une vingtaine de minutes. Ensuite, nous allons avoir Coralie Mercier, qui est ensuite suivi de Yannick Gierny, qui va peut-être arriver, qui fait partie de qui est le président de l'association Enduo Tandem. Et pour terminer cette conférence, on aura Noël Allais, qui est le président de l'association Retina. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, et puis on vous passera le micro afin d'échanger. Voilà, bonne conférence. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Plutôt. Donc, effectivement, Mohamed et moi sommes de l'association Valentin oui à Caen. Et en 2 mots, cette association, donc, c'est une association dont le siège est à Paris et qui a 133 ans donc cette année. Pas tout jeune, c'est une des plus vieilles associations donc françaises. Elle a pour objectif d'essayer déjà dans un premier temps d'agir le mieux possible pour tout ce qui est autonomie donc des aveugles et des malvoyants. Nous avons plusieurs activités, bien sûr, des activités culturelles, des activités de loisirs et des activités sportives. On ne va pas parler aujourd'hui du culturel, on ne va pas parler des loisirs, mais on va parler plutôt donc d'une activité dont le projet nous a tenu beaucoup à cœur et qui a été donc inaugurée au mois d'octobre 2021, dont fait partie Mohamed, c'est le défi voile. Alors peut-être avez-vous déjà entendu parler du défi voile. Le défi voile, c'est extrêmement simple à décrire, c'est tout simplement de mettre des gens qui sont déficients visuels, aveugles et malvoyants, sur un voilier sportif J80 et que ces gens puissent naviguer très rapidement, très rapidement, en toute autonomie. Donc, nous avons engagé un partenariat avec le Caen Yacht Club et depuis le mois d'octobre. Et chaque semaine, eh bien, cet équipage s'entraîne donc sur le bassin de Calix au centre nautique Bertrand Génard. Le défi voile, c'est quelque chose qui a plusieurs axes. On les décrira après. Le premier étant bien évidemment l'axe sportif. Et je sais que je m'adresse là évidemment à des sportifs et que ceci peut évidemment vous intéresser. Toute question peut être posée bien sûr, tant sur le plan sportif, mais également sur le plan emploi, parce qu'on va jumeler de façon, je pense, intéressante, 2 autres axes à l'axe sportif, qui sont l'axe emploi et l'axe technologique. Mohamed donc vous parlera de l'axe technologique du projet, bien sûr. Parce que pour faire naviguer des déficients visuels en toute autonomie, vous vous doutez bien qu'il y a quand même certaines choses à trouver. Il vous parlera également du partenariat que nous venons d'engager avec Microsoft France. Voilà. Donc le défi voile, c'est un projet qui est sur 4 ans. Le premier équipage est constitué, le premier équipage s'entraîne, mais nous avons pour objectif, d'ici 2025, de créer, de constituer 2, voire 3 autres équipages. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'horizon 2025 étant le millénaire de la ville de Caen, à l'horizon 2025, nous avons pour objectif de tout simplement faire le Tour de France à la voile en toute autonomie. C'est-à-dire un équipage donc constitué de déficients visuels, malvoyants, non-voyants,
donc qui serait capable de naviguer en toute autonomie et de faire le tour de la France sur un voilier. Voilà. Avez-vous des questions déjà à poser à ce sujet, à ce niveau, à ce stade de la discussion? Alors, si ça ne te dérange pas, j'ai oublié mes lunettes et j'ai oublié également mes prothèses auditives. Donc, vois-tu, j'entends pas très très bien. Je voulais savoir s'il y avait une sélection des participants du coup. Alors, il y a effectivement une petite sélection, mais il n'y a pas véritablement de sélection. Il faut être déficient visuel, bien évidemment, malvoyant ou non-voyant, et peut-être ne pas accumuler un deuxième handicap, notamment le handicap de la sourdité, parce que sur un voilier, bien sûr, le vent est très important, et puis l'entourage, bien sûr, du bateau est très important. Donc, être déficient visuel, c'est évidemment la priorité, des priorités. Par contre, il n'y a pas d'autres types de sélection que nous souhaitons. Être relativement bonne santé ou être en bonne santé et être âgé entre l'âge entre 18 et 50 ans, du moment qu'on est valide, du moment que l'on peut naviguer, il n'y a pas d'autre, comment dirais-je, sélection possible. D'accord. Merci. Souhaitable. Avez-vous d'autres questions? Bonjour. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par déficience visuelle? Est-ce qu'une Moi, j'entends pas bien. Bonjour, excusez-moi. J'ai une question pour vous concernant la déficience visuelle. Vous entendez quoi par déficience visuelle? Parce que une personne qui, par exemple, a une myopie, est-ce que vous considérez que c'est une personne qui est déficiente visuelle et du coup peut intégrer votre projet ou pas? Eh bien, un déficient visuel, c'est quelqu'un qui a soit aveugle, bien évidemment, ça va de soi, donc non-voyant, ou malvoyant, tout simplement, que ce soit malvoyant de naissance ou donc avec une maladie dégénérative qui crée un handicap visuel, donc tout simplement être reconnu comme étant déficient visuel par la MDPH. Bonjour. L'équipage qui a été constitué, ils étaient déjà sportifs avant ou ils ont juste repris l'activité là grâce à la voile? Oui, effectivement. Michael, qui est le capitaine donc du voilier, a fait de l'aviron. Donc sur rivière et sur mer. Mohamed, ici présent, donc a fait de nombreux sports, dont le Shodan. Vous l'avez certainement vu au Shodan cet après-midi. Il donnait de brillants conseils. Et Manon, donc, puisque nous avons deux personnes, donc des hommes et une femme, donc, et Manon, donc, a fait de la plongée. Voilà. Mais ce n'est pas un prérequis. On ne demande pas à ce que la personne qui postule donc pour faire ce défi voile soit effectivement un sportif. Je pense qu'il pouvait faire la présentation totale. Comme ça, on va avoir un temps de parole pour tous les intervenants. Si ça vous dérange pas. Alors on va passer. C'est une plaquette que vous pouvez trouver sur nos sites. On va passer donc à la description du projet. Alors, la description du projet, c'est extrêmement simple. C'est la création donc du premier équipage sportif, donc composé exclusivement de personnes déficientes visuelles et dans le cadre d'un entraînement donc sur un voilier sportif J80. C'est un bateau de 8 mètres. Le mardi, vous pouvez, si vous le souhaitez d'ailleurs, les voir s'entraîner de 16h à 18h sur le bassin de Calix, pas très loin du viaduc. Le projet, c'est un projet qui va de 2021 à 2025, donc sur 4 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
L'aboutissement, ce sera le millénaire de la ville de Caen, 2025. Mais nous avons, dès cette année, ce n'est pas un objectif, nous participons donc à la Norlandas Cup, donc du 31 mai au 2 juin. La Norlandas Cup, ça se passe sur la presqu'île, c'est une régate, donc bateau contre bateau. Et le but de cette participation à la Norlandas Cup, eh bien, c'est de nous confronter, nous, équipage, enfin l'équipage donc constitué de déficients visuels, donc non-voyants et malvoyants, à 23 autres équipages qui sont des équipages donc de voyants. Et le but est sportif, mais le but également l'emploi. Pourquoi ? Parce que bon, tout le monde sait que l'emploi, c'est problématique pour quelqu'un donc qui a toutes ses possibilités physiques, que ça doit l'être bien plus encore pour quelqu'un qui les a moins. Donc nous allons rencontrer lors de cette compétition des RH et des patrons d'entreprise, et de façon à leur prouver tout simplement que eh bien, un déficient visuel est capable, tout à fait capable, de faire ce que fait quelqu'un qui voit. Si vous avez fréquenté un peu de près Mohamed aujourd'hui, vous l'avez constaté de toute façon. Voilà, il fait tout seul, il se déplace seul. Il était à Montpellier avant-hier, hier il était à Paris, aujourd'hui il est à Caen. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est tout à fait autonome. Et c'est notre raison d'être, l'autonomie. On essaye de rendre les personnes donc tout à fait le plus possible autonomes. Donc la Norlandas Cup, ça va être notre, je vais dire, un aboutissement cette année, de façon à peut-être éventuellement avoir la possibilité de prévoir un emploi donc pour nos déficients, pour quelques-uns de déficients visuels. L'axe technologique, je laisserai Mohamed en parler, mais on est fiers d'avoir engagé un projet récemment avec Microsoft France qui va nous permettre donc de développer notre axe technologique donc de façon à ce que, effectivement, pour le moment, on n'est pas très au point à ce niveau. À la Norlandas Cup, il y aura un barreur qui sera un barreur voyant, bien évidemment, mais le but dès la prochaine est qu'effectivement, ce soit 4 personnes qui soient déficientes visuelles, y compris le barreur. Ça se passe sur le bassin de Cadix, donc. La fréquence est une fois, donc, un entraînement de 2 heures par semaine. Et les bénéficiaires, eh bien, c'est 3 personnes qui sont déficientes visuelles. Donc, et à l'horizon 2025, 2 voire 3 autres équipages, donc, de déficients visuels. Questions ? À la fin des questions. On prend tout à la fin ? D'accord. Les axes donc, on en a parlé, l'axe sport, l'axe emploi et l'axe technologique, donc on ne va pas revenir dessus. Nous avons engagé des partenariats, bien évidemment. Nous sommes coup de cœur 2021 du département du Calvados. Nous avons engagé un partenariat avec la ville de Caen, avec le CCAS et également avec la région. Comme partenaire opérationnel, nous avons évidemment noté le Caen Yacht Club, notre association donc à Paris, qui est un partenaire important pour nous, bien évidemment, notre siège, la base nautique Bertrand Génard où on s'entraîne, le Décathlon Motteville, donc qui a fourni et qui fournira pendant 4 ans tous les équipements et qui participe également financièrement. Et on a également mis l'Université de Caen, STAPS, donc, comme partenaire donc, opérationnel. Les actions en projection, c'est peut-être important d'en parler.
Nous avons pour objectif, on ne l'a pas fait, mais d'avoir un condensé d'un premier manuel de voile donc en braille. La création d'une table pédagogique, elle est prête, elle est opérationnelle, elle peut servir d'ores et déjà. Elle a été créée par le lycée Laplace à Caen. La participation aux régates interentreprises, on vient d'en parler. Plus tard, une participation à la Blind Sailing Cup, c'est-à-dire donc une compétition internationale. Donc, les Anglais font ce que nous faisons ici en France. Je signale que c'est unique en France ce que l'on fait, mais que les Anglais l'ont expérimenté depuis quelques années. Le Tour de France à la voile, donc, en 2025, lors du millénaire de la ville de Caen. Peut-être aussi également la création d'un pôle technique dédié à la voile, donc adapté à Caen, et la création d'une mini-ligue, donc, de voile adaptée en Normandie. L'organisation, on en a parlé. 40 semaines d'entraînement pour le premier équipage, à raison donc de 2 heures d'entraînement hebdomadaire. Le profil, on en a parlé tout à l'heure également, des personnes qui sont en situation de handicap, donc des déficients visuels, étudiants ou donc ayant un emploi, ou demandeurs d'emploi, bien évidemment. Ça ne coûte absolument rien pour la personne donc qui suit ses entraînements. Le comité prend tout à sa charge, avec une aide substantielle, une fois encore, du siège de la région Normandie, de la ville de Caen et du CCAS. La communication, on communique beaucoup sur Facebook. Notre site donc était assez vieillissant, le site de l'AVH. Donc nous sommes en train de refaire donc avec un développeur un site qui fort probablement sera opérationnel donc le mois prochain, dont on vous donnera les coordonnées bien évidemment, et également la presse. Si vous allez sur le site, nous sommes très suivis par notamment France Bleu. FR3 va faire un reportage donc de 6 minutes sur le défi voile, donc l'aspect humain du défi voile, avec Manon, qui est mère de famille, qui a 4 enfants, qui a du boulot, qui a un boulot, et qui s'entraîne donc avec nous et qui participera à la régate. Le deuxième axe de ce reportage sera donc fait sur un entraînement théorique avec la table pédagogique. Le troisième axe sur un entraînement sur le plan d'eau, et le dernier axe sur la Norlandaise. Comment on peut voir, les progrès et ce que peut rendre ce défi voile, tout simplement, avec des indicateurs de performance. Et on s'est aperçu que depuis qu'on avait lancé ce projet, eh bien, nous multiplions nos vues sur les réseaux sociaux, et également donc qu'il y avait un nombre évolutif donc de bénéficiaires donc au sein de l'association. L'équipage est constitué donc de Michael Aubert. Michael Aubert, donc, c'est quelqu'un qui a 48 ans, qui est sportif, qui est atteint d'une rétinite pigmentaire donc, depuis la naissance, qui est devenu aveugle à 30 ans. Donc, et son projet, c'est de continuer à défendre activement l'accessibilité. C'est notre référent accessibilité donc, au sein de notre association. De Mohamed, qui est jeune. Je me présenterai, attends. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Il a 19 ans. Voilà, j'arrête là, il se présentera. Et puis également donc de Manon, qui n'a pas pu être là ce soir, mais donc qui a 36 ans, qui est mère de famille, et donc maman est chargée de projet, donc promotion à Santé Normandie. Voilà.
Et donc, moi, je suis le responsable du projet à présent, projet qui a été initié à la base donc, par Frédéric Lepommier, donc, qui était, comment dirais-je, chez nous à la communication, donc, en tant que bénévole, et qui a eu la chance de trouver assez rapidement donc, du travail comme directeur de marketing dans une start-up. Voilà. Je vais laisser la parole parce que j'ai une petite soif là, et je vais laisser la parole donc à Mohamed, ou si vous avez des questions donc à poser. On les posera après. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'attendais la réponse, merci. Non, mais du coup, je vais passer assez rapidement. Je vais passer une petite minute à me présenter, 2 minutes à vous parler de ce que j'ai pensé de la journée d'aujourd'hui, des différentes activités que j'ai pu essayer, et puis 2 dernières minutes sur l'axe techno du défi voile. Tenez-vous, ça va aller vite. Alors du coup, je m'appelle Mohamed Sarawi, j'ai 19 ans, 20 ans maintenant, depuis le 24 février, ça fait un petit moment. Et du coup, je suis en L3 de psycho à l'université de Caen, et je suis du coup non-voyant depuis la naissance, donc je vois juste les ombres, quelques lumières, mais vos visages là par exemple je les vois pas. Je peux faire semblant mais ça marchera pas. Du coup pour ma part j'ai fait quasiment une grande partie de ma scolarité dans un institut spécialisé pour déficients visuels, et puis j'ai terminé ma scolarité seconde, première, terminale dans un lycée dit ordinaire. Du coup il y avait que des personnes qui voyaient, et du coup je suis à Caen depuis 1 an et demi. Je pense que pour ma pomme ça suffira. Du coup, pour la journée d'aujourd'hui, alors moi j'ai essayé quelques activités, peut-être pas tout, j'ai pas fait tous les ateliers malheureusement. Mais effectivement, moi j'ai fait pas mal de showdown depuis quelques années, donc c'est un sport que vous avez peut-être vu, le fameux sport qui se joue avec les raquettes. Du coup, j'ai trouvé que c'était vachement bien expliqué, j'ai essayé d'apporter mon assistance pour expliquer un peu plus les règles, machin, donc j'espère que pour ceux qui ont pu essayer, ça vous a plu. J'ai vu qu'il y avait aussi du torbal, ou torball, le débat est infini. Mais du coup, moi j'en ai fait aussi quelques années, donc je sais un peu ce dont il s'agit. D'ailleurs, il y a un sport très similaire qui s'appelle le goalball, G-O-A-L-B-A-2-L. Si ça peut vous intéresser de regarder sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, machin. Il y en a des compétitions et ça se joue aux Paralympiques, à l'inverse du goalball, malheureusement. J'ai aussi essayé le tir à l'arc et j'ai trouvé ça super, à tel point que je sais qu'ils sont qui est en train d'être organisé des cours de tir à l'arc à Carpiquet, accessible aux déficients visuels. Donc je pense que je vais m'y mettre aussi. Il serait temps. Donc merci beaucoup à tous les intervenants et puis merci de votre implication. Je conclurai pour la journée en tout cas sur un aspect très curieux. Et alors ça c'est pas propre à vous du tout visiblement. C'est que c'était censé être une journée disons de sensibilisation à la déficience visuelle et on n'a eu quasiment aucun déficient visuel. Bon, en fait c'est que effectivement les déficients visuels, pour les driver, pour réussir à les faire bouger, je le dis de tout de go, franchement c'est vraiment une misère. On a eu beaucoup de mal à recruter des gens pour le défi voile, pour pas mal d'activités qu'on veut lancer. C'est toujours très difficile de les mobiliser. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous en avez pas vu beaucoup. Et je conclus rapidement sur l'axe technologique du défi voile. Je suis pile poil dans les temps, il reste 2 minutes. On souligne. Du coup, effectivement, on a noué il y a à peu près 3 semaines, 1 mois maintenant, un partenariat avec Microsoft qui va nous développer, Microsoft France, qui va nous développer, si vous voulez, un logiciel qui nous permettra en fait de visualiser à l'aide d'une caméra qui sera placée à l'avant du bateau, sur le balcon. On appelle ça le balcon. Ne me demandez pas pourquoi. Qui permettra en fait d'interpréter les images que la caméra voit. Donc la caméra sera reliée à un téléphone et du coup on saura où se trouvent les obstacles qui sont face à nous. Donc qu'il s'agisse d'obstacles mouvants comme les autres bateaux ou d'obstacles fixes, les bouées, je sais pas moi, le quai, les berges, machin. Donc voilà, ils vont commencer à développer cette application en octobre et durant 3 mois. Et ensuite ils vont nous mettre en relation avec des éditeurs de logiciels pour poursuivre les mises à jour et puis développer d'autres fonctionnalités. Honnêtement, je pense que Jean-Pierre a tellement bien détaillé le projet
que vous pourriez tous ici devenir nos ambassadeurs très prochainement. Donc n'hésitez pas, comme il l'a dit, à regarder sur les réseaux sociaux, Team AVH, vous trouverez très rapidement. Et puis, lors de l'échange, vous aurez de quoi poser toutes vos questions. Merci pour l'attention. Est-ce que vous avez quelques questions à poser par hasard? Pas de questions? Eh bien, dans ce cas, nous allons pouvoir passer. Oui, moi j'avais une question sur le défi voile au niveau des heures d'entraînement. Donc, peu importe, ou les deux. En fonction du rôle qu'on tient sur le bateau, on va pas forcément avoir le même apprentissage. Est-ce qu'il y a un apprentissage différencié? Est-ce qu'on va se spécialiser dans un rôle au sein de l'équipage? Je suis pas du tout, je navigue pas du tout, je ne connais pas. Ou est-ce que vous allez essayer d'être plutôt polyvalent et de pouvoir échanger les rôles pendant la navigation? Excellente question. C'est très juste comme question parce que nous aussi on se l'est posé en commençant. Et pour vous répondre, du coup, jusqu'à présent, on a choisi plutôt la seconde pédagogie, en fait, qui est effectivement de chacun tourner à des postes différents de façon à être polyvalent et à pouvoir occuper tous les postes. Ensuite, on s'est spécialisé seulement, principalement pour les régates qui vont être à venir, et notamment la première qui arrive. Mais sans quoi, non, on est censé être capable de naviguer à tous les postes. Du coup, quand on navigue ensemble en entraînement le mardi, et bien effectivement, on change de poste jusqu'à ce qu'on puisse être performant sur tous. En espérant avoir pu répondre. D'autres questions? Non. Moi, je me demandais ce que la voile vous a donc apporté au quotidien. Est-ce que ça a eu une influence sur votre vie? Je pourrais dire oui, ça ferait stylé, mais c'est pas vrai. Que du plaisir alors. Alors, que du plaisir, je dirais pas je dirais surtout du plaisir. C'est vrai que par contre les sensations, moi je n'avais jamais fait de bateau auparavant. Un peu de sport effectivement, un peu de course à pied, de showdown, de torbal, goalball, tout ce dont j'ai pu parler. Mais effectivement, moi c'est les sensations effectivement de la mer en fait qui m'ont toujours beaucoup attiré. Et effectivement la première fois, comme je le disais l'autre jour, je sais pas c'était quel jour, les sensations de la première fois de gîte sur un bateau, que ce soit pour un voyant ou pour quelqu'un qui voit moins bien ou pas du tout, c'est assez fou franchement, pour ceux qui ont déjà fait de la voile ou du bateau en général. Effectivement, quand on sent le bateau vraiment pencher, prendre les vagues, c'est assez impressionnant et c'est des sensations très fortes qui procurent vraiment beaucoup de plaisir et puis on se sent vraiment en phase avec un élément et je pense que c'est ça qui est vraiment super. D'accord, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Faut pas être gêné. Bien. Vous m'entendez? Ouais. Pourquoi la voile en fait, tout simplement? Pourquoi la voile et pas un autre sport comme le kayak ou autre? Pourquoi la voile? La principale raison, c'est et pourquoi pas la voile? Franchement, ça s'est fait de façon un peu. C'est à l'origine, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est un monsieur qui s'appelle Frédéric Le Pommier qui a eu l'idée, donc qui devait apprécier la voile et qui a vraiment seulement, qui dirais-je, lancé le projet. Et puis après, moi je suis allé vers ce défi. Je l'avais entendu parler un peu par un mail universitaire qui avait circulé. Je suis allé, je me suis présenté, j'ai dit la voile, vas-y, va pour la voile en fait. Et c'était vraiment, il n'y a aucune raison autre que la préférence de la personne qui a lancé ça. Merci. Je vous en prie. Encore une question? Vous avez dit qu'il était difficile de mobiliser les déficients visuels. Est-ce que vous avez des idées pour améliorer ou pour trouver plus de personnes? C'est une très bonne question et la problématique va se poser. Donc si vous trouvez la réponse avant moi, je veux bien. Parce que du coup, on va tout faire pour lancer une activité showdown à Caen. Et effectivement, il va falloir qu'on en trouve des déficients visuels intéressés.
En fait, le souci à Caen, puisque Caen, c'est la ville où on est, mais effectivement, ça se pose dans pas mal d'autres villes, c'est qu'effectivement, il y en a aucun recensement. Donc au niveau des mairies, c'est pas possible déjà de savoir qui est là, de savoir comment les contacter. Il y a une partie qui se trouve dans les associations. À Caen, il y en a quelques-unes, donc il faut faire forcément le tour de toutes les associations pour essayer d'en trouver, ce qui n'est pas évident quand on est nouveau dans la ville. Et effectivement, il y en a pas mal qui sont sur les réseaux sociaux. Mais là encore, c'est assez difficile de mobiliser quelqu'un quand on n'est pas directement face à lui. Donc franchement, non, j'ai pas du tout d'idée de savoir comment est-ce que je vais essayer de les mobiliser. Mis à part, c'est vraiment un peu, c'est désolant. Franchement, c'est désolant. On dit les choses telles qu'elles sont, à part de les conduire, de les chercher pas à pas, de vraiment faire cet effort de tout ratisser assez large pour essayer de les détecter, mais déjà, avant de les motiver. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci pour cet échange et on va laisser la parole à Madame Mercier. Bonjour à toutes. J'ai une déficience visuelle. Je suis malvoyante depuis ma naissance. C'est-à-dire que moi j'ai une demi-voix otite, c'est-à-dire une tumeur au niveau des croisements des nerfs optiques. J'ai eu ma déficience visuelle qui s'est apparue quand j'étais au collège. Donc j'avais besoin des adaptations. J'ai eu plus ou moins des difficultés scolaires. Et j'ai un peu pratiqué tous les sports comme ordinaire. Et après, depuis quelques années, je fais des sports, des handisports comme tir à l'arc. J'ai été une fois avec la VH. J'ai fait du tandem. J'ai fait de l'équitation. Il y a deux sports qui m'intéressent, comme j'ai découvert cet après-midi. Je suis ouverte pour participer à ce genre de choses. Voilà mon parcours. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. Alors nous, on avait quelques questions pour vous éventuellement. Je vais laisser mes camarades vous les poser. Alors, je vais vous poser une question. Comment vivez-vous votre handicap dans la vie de tous les jours? C'est simple? C'est-à-dire que, à distance, là où tu parles, je sais que tu es dans cet endroit-là, mais je vois pas précisément, je vois grossièrement une masse. Je vois pas les détails, je peux pas te dire si tu as les cheveux longs ou cheveux courts ou blondes, mais je sais que tu as un t-shirt orange. Il y a des fois que j'arrive à reconnaître les personnes par un repère que j'ai souvent quand je te vois, ou soit par ta voix et tout ça. Et j'ai quelques petits repères. Après, je me déplace grossièrement sans canne et sans objet. C'est vrai que des fois, je tiens les bras d'un accompagnateur pour me guider. Mais sinon, je me débrouille pas mal. Je suis assez autonome, même si j'ai parfois du mal à accepter mon handicap. Ok, merci. Du coup, j'avais une autre question. Est-ce que l'activité physique, elle vous aide au quotidien ou pas? Oui, moi, ça me fait du bien, ça fait découvrir des choses. J'essaie de faire oublier aussi que je suis handicapée et que j'ai de voir des choses différemment quand je suis avec d'autres personnes. Donc, trouver des adaptations plus ou moins faciles. Et ça me permet d'offrir l'esprit ouvert. Voilà. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que vous trouvez que c'est assez accessible autour de vous, l'environnement, pour votre handicap? Et si la réponse est non, il pourrait être éventuellement mis en place selon vous pour améliorer la situation? Depuis la loi de 11 février 2005 et depuis des manifestations par rapport au handicap, il y a pas mal de choses qui sont améliorées, comme vous pouvez voir dans les trottoirs, vous avez des bandes blancs et des poignets pour dire que c'est un passage piéton et tout ça, ou des descentes et tout ça. Il y a aussi sur Caen, par exemple, ou dans d'autres villes, j'ai une petite télécommande pour le passage piéton qui dit c'est vert ou c'est rouge et que je peux entendre audio et que ça me permet de passer sur la rue, ou parfois j'ai des choses comme ça. Donc il y a
il y aura toujours des choses à faire, mais c'est déjà pas mal. Alors, Mohamed, j'ai vu que vous avez réagi à cette question, donc je veux savoir si vous aviez quelque chose à dire. Je me permets, j'ai réagi de façon très ostensible, volontairement, parce que autant Caen, c'est une ville qui est, honnêtement, je le trouve, moi, en tant que personne déficiente visuelle, après moi, mon handicap, je le vis très bien, franchement. Je le vis pas tellement comme un handicap, en fait, mais vraiment comme une spécificité à laquelle il faut faire attention tous les jours pour les activités du quotidien, mais sans plus, vraiment, c'est un élément constitutif d'existence. Mais effectivement, alors à Caen, c'est correct parce que ça reste une ville moyenne, mais il y a des villes comme Rennes, par exemple. J'y ai vécu 1 an, et honnêtement, en termes d'accessibilité, en fait, pour nous, vraiment, ça devient très compliqué à partir du moment où les trottoirs ne sont pas rectilignes, ou alors où il y a des interruptions tout de suite de trottoirs, ou alors les grandes places, les grands ronds-points qui sont pas balisés et tout. C'est vraiment terrible, terrible. Et pareil, les transports en commun, on en a beaucoup dans certaines villes qui ne parlent pas. À Caen, c'est pas le cas, donc c'est vraiment chouette. Mais effectivement, il faut dire les choses quand elles sont bien. La parole est pour dire que c'était bien à Caen, mais qu'ailleurs, c'était pas forcément le cas. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Oui, je vous passe là. J'ai l'occasion de rencontrer Coralie régulièrement à l'AVH. J'ai jamais eu l'occasion de te demander quel était ton rapport à l'animal et comment on fait de l'équitation quand on est malvoyante. C'est-à-dire que ça me permet, quand je suis en contact avec un cheval, c'est d'avoir la sensation de dire je peux faire les choses. Après, c'est comme un animal de compagnie, il voit nos comportements et il s'adapte aussi. Donc c'est une autre manière de communiquer avec d'autres des êtres vivants et d'autres personnes, et tout ça. Donc ça me permet d'être ouvert et de voir d'autres choses et d'avancer dans la société comme je suis. C'est vrai que j'ai plus ou moins des difficultés à accepter mon handicap et tout ça, donc ça me permet de voir comment un animal peut réagir devant moi et tout ça, même si je peux faire la même chose devant un humain. Autre question? Non. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Puis on va passer le micro au voisin. Alors, je pense que c'est à moi, c'est ça? Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je me prénomme Yannick. En 2 mots, pour faire simple, je vais être le plus sincère possible et avec le plus d'humilité possible aussi. J'ai 56 ans aujourd'hui. Moi, j'ai perdu la vue il y a environ une vingtaine d'années. Une uvéite, c'est l'inflammation sanguine des vaisseaux dans l'œil qui ont provoqué un décollement de rétine. Donc, une perte de vision, je dirais, lente et à la fois trop rapide, on peut l'imaginer, bien sûr. Pour répondre à une question que j'ai entendue tout à l'heure, si on était sportif auparavant ou moins ou pas, enfin, en tout cas pour ma part, moi j'ai toujours été sportif. Et lorsque j'ai perdu la vue, effectivement, je me suis un peu éloigné du sport parce que c'est pas simple, à 30 ou 35 ans, de perdre la vue. Accepter son handicap, c'est une chose. Moi, je peux pas dire que je l'ai franchement accepté. Faut vivre avec, c'est ce que disait tout à l'heure Mohamed. En tout cas, moi, j'ai continué et je continue à vivre avec. Et puis, j'avais envie de reprendre le vélo, le cyclisme, entre autres, puisque c'est ce que je faisais auparavant. Mais la seule condition, en tout cas, pour pouvoir faire ce sport, c'est de le faire en tandem. Alors, c'était pas de gaieté de cœur que je souhaitais être le stalker, puisque le stalker, c'est la personne qui est derrière. Mais bon, le choix était rapide, c'est tu continues ou tu continues pas, tu en fais ou tu en fais pas. Donc, j'ai décidé de continuer à en faire. Et de là, je suis remonté sur le vélo, donc derrière. Et puis, chemin faisant, comme on dit, le plaisir est revenu. Ça s'est pas passé aussi rapidement que ça, bien sûr. Un peu frustré d'être derrière, un peu frustré de ne pas pouvoir passer les vitesses, un peu frustré de ne pas choisir son chemin, tout ce genre de choses. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, le plaisir est revenu, le plaisir aussi de faire du vélo, mais le plaisir du partage avec son pilote. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ensuite.
Et le fait de partager avec quelqu'un, bon, pour le coup, effectivement, qui est voyant, hein, puisqu'il est le pilote, ça m'a redonné non seulement l'envie de faire du vélo, l'envie de faire du sport, donc l'envie de vivre et de se faire plaisir. Donc se lancer des challenges, c'est un peu pompeux, mais on s'est lancé un challenge avec un ami, donc on s'est dit, on se prépare et on fait un Paris-Brest-Paris. Le Paris-Brest-Paris, c'est l'ancêtre du Tour de France, hein, qui a démarré en 1903 et qui est toujours d'actualité, il se fait tous les 4 ans. Ça fait 1230 km, il faut le faire en moins de 90 heures. On s'est lancé le challenge et on l'a fait en 89 heures. Vous voyez, on a réussi à le faire, on était fiers de nous. Mais au-delà de l'aspect vraiment sportif et de toute la préparation qu'il y a auparavant, parce que ça doit passer par des brevets, hein, 200, 300, 400, 600 km, avant de prétendre à l'inscription de ce Paris-Brest-Paris, ben c'est tout cet échange, c'est ces moments que l'on va avoir de préparation. Et ça c'est vraiment jouissif. C'est vraiment ce que, en tout cas, moi, je recherche à travers le sport. Et puis, de challenge en challenge, on rencontre des gens. Et puis, t'as fait le Paris-Brest-Paris. Ouais, 1230 bornes. C'est raide. Ouais, c'est dur. Eh ben, écoute, je te lance un défi. Est-ce qu'on ferait pas la traversée de la Manche en kayak? J'entendais parler de kayak tout à l'heure. Donc, ben, j'ai fait la traversée de la Manche en kayak. On est parti de Portsmouth pour arriver à Trouville-sur-Mer. 31 heures de pagaie. Ouais, là, j'ai ramé. C'est le cas de le dire dans les deux sens du terme. Mais toujours pareil, au-delà de l'effort sportif, bien sûr, mal aux fesses, mal aux bras, mal au dos, le bateau qui tangue de droite à gauche. Un kayak, c'est tout petit, hein, quand ça doit traverser le rail d'Ouessant, les cargos, quand ils passent, là, vous vous sentez tout petit. Hein. Même si on n'y voit pas, on se sent tout petit. Hein. Mais on l'a fait, et on l'a fait au-delà de cet aspect, une fois de plus sportif, c'est l'échange, c'est la préparation, c'est des moments de rigolade, les fois où on a pu tomber à l'eau, les fois où on s'est foutu à l'eau. Et il y a des moments où il fallait rester à bord. Ça, c'était sympa. Et puis après, on s'est dit, on continue le challenge, hein, on ne va pas s'arrêter là. Donc, on est parti sur le Grande Randonnée 20, qui est la traversée donc de la Corse. Et là, on pourrait se dire que c'est une randonnée. Ouais. C'est une randonnée, donc rien que le terme randonnée, déjà, ça paraît paisible. Quand on n'y voit pas, c'est juste incroyablement difficile. Incroyablement difficile parce que c'est un sentier qui fait quoi, allez, 50 cm, 1 mètre de large. Quand on n'y voit pas, vous devez être guidé. Mais là, vous ne pouvez pas être guidé ni à droite ni à gauche. Vous ne pouvez pas tenir le bras de votre accompagnateur et prendre toute la largeur, c'est pas possible. Donc vous êtes derrière. Derrière, vous accrochez le sac à dos. Donc le bras tendu. Et le bras tendu pendant 13 jours pour faire la traversée du GR20. Et là, je me suis dit, mais le Paris-Brest et la traversée de la Manche à côté, mais c'est pas grand-chose, quoi. Là, ça a été le moment le plus difficile. J'avoue franchement que ça, je ne vais pas le refaire. Je suis content de l'avoir fait. Ça a été un vrai moment de partage. On était 2 personnes déficientes visuelles. On avait 3 accompagnateurs, donc un qui était devant, avec le sac à dos que moi j'accrochais, un qui était derrière et qui me remettait en ligne si j'allais un peu trop à droite, trop à gauche, qui me remettait en ligne, et le 3e qui, lui, récupérait, parce que c'est difficile quand on n'y voit pas, mais c'est aussi difficile pour l'accompagnateur de guider et d'être constamment concentré pour l'explication. Marche à 70 cm de hauteur, marche à descente 50 ou 40 cm, attention à droite, branche, baisse la tête, lève la tête, à droite, à gauche. C'est aussi difficile pour lui, pour l'accompagnateur ou pour elle, hein, que pour celui qui est accompagné. Mais au-delà de ça, une fois de plus, ce que j'en ai tiré là, c'est le partage. C'est vraiment ça qui, en tout cas, moi, m'anime au quotidien pour continuer à vivre et me faire plaisir. Donc j'ai créé une association qui se nomme Handuo, H-A-N-D-E-O, hein, pour le jeu de mots. Et en fait, le but, c'est de s'adresser à toute personne déficiente visuelle ou autre handicap, hein, qui aujourd'hui aurait l'idée de faire un sport quelconque et de se dire, effectivement, seul, je ne peux pas le faire. Faut pas rêver, hein, l'autonomie, on est tous d'accord, on le souhaite. Hein. Moi, je ne demande que ça, et pour toutes les personnes déficientes visuelles, on a envie d'être autonome. On est autonome chez soi. Aussitôt qu'on sort de son appartement, de sa maison, c'est déjà plus compliqué. Quand on n'y voit pas du tout, c'est déjà plus compliqué. Donc, pour en revenir à ça, c'est de se dire, voilà, d'avoir ce partage qui va pouvoir continuer. Et donc, à travers cette association, je reprends le fil de mon histoire, c'est pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont envie de faire un sport quelconque. Nous, on va se charger en tout cas de trouver éventuellement la solution, il y a des fois on ne la trouve pas, hein, pour que la personne en situation de handicap puisse faire son sport. Donc là, actuellement, on a des personnes qui font du roller, on a des personnes qui font du vélo, on en a parlé, du kayak, de la randonnée.
Et puis là, j'ai lancé un challenge alors qui m'est un peu plus personnel. J'étais motard auparavant, j'ai toujours aimé tous les sports mécaniques. Et je vais reprendre la moto, aussi bizarre que ça puisse être. Donc je fais des tours là sur le circuit à Clastres dans l'Aisne en tant que passager, mais le but est bien de reprendre le guidon. C'est pas gagné, hein. On va essayer de le faire, on a commencé à le faire. Est-ce qu'on atteindra des vitesses vertigineuses? Je ne le crois pas. En tout cas, c'est toujours pareil, quoi. C'est que pendant ce temps-là, on continue à vivre, à échanger, et sur tous les sports qui pourront en tout cas s'offrir, ou sur lesquels on aura envie d'aller. Donc voilà, cette association en duo, juste pour terminer, elle est sur cette partie loisirs sportifs, hein, comme je le disais, sans atteindre pour autant, je dirais, des concours, ou en tout cas d'être concurrent, ou de vouloir faire du haut niveau, hein. Il ne s'agit pas de ça, hein. C'est de se trouver, je dirais, au plaisir qu'on soit avec Coralie, hein, qui fait du vélo avec nous régulièrement. Elle le fait à son niveau, comme elle le souhaite. Voilà. Et on propose également de l'accompagnement au quotidien pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, je dirais, pour tout simplement se déplacer, comme tout à chacun, on a besoin de le faire, à travers le transport en commun, avec le véhicule de la personne. Quand elle a encore son véhicule, on peut lui proposer un conducteur accompagnateur, on peut se déplacer à pied. Enfin, voilà, c'est essayer en tout cas de faciliter la situation de vie des personnes en situation de handicap. Voilà. Si vous avez des questions sur cette association ou sur ces challenges un peu fous, avec plaisir, je vous y réponds. Alors moi j'avais une question, je voulais savoir si vous avez d'autres idées en tête de défis que vous pourrez faire à plusieurs du coup. Alors d'autres idées proprement dit, j'essaie de les prendre une par une parce que sinon je m'embrouille. Mais ouais, je pense que de fil en aiguille, alors j'entends parler de voile et effectivement, ça c'est quelque chose qui est intéressant, moi qui pourrait m'intéresser. Il y a plein de sports ou d'autres défis qui m'intéressent. Là pour le moment effectivement je suis sur cette partie-là, mais je suis vraiment ouvert à tout. Alors il y a des fois des choses qui ne me viennent même pas à l'esprit, mais dans l'échange, si parmi vous effectivement ou quelqu'un d'autre, il y a un challenge que vous auriez envie de partager avec quelqu'un de déficient visuel, faut pas hésiter à le faire. C'est de trouver la personne qui effectivement a envie de se dépasser, parce que le sport c'est aussi ça, hein, c'est se faire plaisir, mais c'est aussi de se dépasser. C'est l'adrénaline quand on a fait, je dirais, le challenge qu'on a souhaité faire. On est content de soi-même, de se dépasser. Il y a un côté un petit peu compétitif, bien sûr, il y a tous ces côtés-là, mais moi je suis ouvert à tous. Alors, à part celui que je viens de vous énoncer là, j'en ai pas d'autres précis, mais je suis persuadé quand on aura atteint celui-ci, il y en aura d'autres qui vont venir, ouais. En tout cas, je suis prêt à continuer. Du coup, moi, j'ai une question qui n'a pas de rapport avec le sport. Mais est-ce que vous avez pu, après avoir perdu la vue, retrouver un travail ou continuer ce que vous faisiez? Oui, alors, j'ai changé de métier, hein. Je travaillais sur le port de Brest. Alors, j'étais, comment dirais-je, logisticien sur les bateaux, pardon, sur le port de Brest, hein, ce qui consistait tout simplement à faire des plans de cargaison sur les navires suivant les rotations de déchargement. Donc effectivement, j'ai dû arrêter ce métier-là parce que visuellement, c'était plus possible. J'ai fait une formation à la VH de Paris, comme Jean-Pierre en parlait tout à l'heure. La VH de Paris, c'est un centre de formation aussi, un centre de formation et de réadaptation professionnelle lorsqu'on devient soit malvoyant ou non-voyant, pour lequel j'ai travaillé d'ailleurs pendant 3 années en tant que formateur. Et j'ai réappris, en passant par le braille, alors première année d'adaptation, puis suite à ça, il faut apprendre le clavier AZERTY, hein, à l'aveugle, c'est comme ça qu'on le nomme, c'est aussi simple que ça. Donc on repasse par la machine à écrire, et puis j'ai refait une formation de secrétariat. Et je travaille depuis 26 ans maintenant chez Leroy Merlin, où je suis toujours dans la logistique, mais alors je ne suis plus effectivement sur les quais comme je pouvais l'être, mais sur informatique. Et puis depuis quelques années, depuis que j'ai créé cette association dont je vous parlais en duo, Leroy Merlin a accepté de me mettre, par le biais d'un mécénat de compétences, à disposition de l'association. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille au quotidien pour développer l'association. Mais je suis toujours employé salarié de chez Leroy Merlin, Mondeville.
Donc j'ai pas quitté l'emploi, j'ai eu la chance, hein, parce que ça en fait aussi partie, hein, dans ce cursus, d'avoir 2 années qui ont été de formation avant de reprendre un emploi. Mais oui, j'ai pas cessé l'activité professionnelle. Alors pour la petite histoire, j'ai deux enfants, 2 grands garçons, l'un qui est en STAPS d'ailleurs aussi, un autre qui est plus grand, qui est en activité professionnelle aujourd'hui. Mon épouse également est non-voyante, on s'est rencontrés à la VH de Paris, voilà, je vous dévoile un peu ma vie. Hein. Mais c'est aussi ça, c'est les rencontres qu'on peut faire là où on se trouve au moment, les uns et les autres. Et puis ma foi, on a une vie qui est, je dirais, la plus ordinaire possible, avec les difficultés qu'on peut rencontrer lorsque, effectivement, on n'y voit pas. Mais je vous dis, les difficultés mes collègues et mes amis le diront si je me trompe, mais c'est une fois qu'on sort de chez nous, quoi. C'est les déplacements qui sont compliqués pour nous, faut dire les choses comme elles sont. Je fais toujours la différence entre l'accessibilité et la mobilité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, un ascenseur, il parle. C'est vrai qu'il y a des bandes de guidage, il y a des bornes, des choses comme ça. Ça nous facilite la vie et c'est très bien. Mais effectivement, lorsqu'on sort d'un bus, s'il est vocalisé, bien sûr, on va savoir à quel arrêt on doit descendre. Mais si j'achète une paire de chaussures, c'est compliqué de la choisir tout seul. Voilà. Je vais peut-être sortir avec des chaussures jaunes alors que c'est pas ce que je voulais. Bon, j'exagère parce qu'il y a toujours un vendeur ou une vendeuse pour ça, mais en fait, voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de mettre en avant, c'est effectivement faire la différence entre l'accessibilité d'une part et la mobilité. Voilà. Et d'autres questions ? C'est bon, c'était la même. Bon. Alors je passe à mon ami. Merci de ton intervention, Yannick. Donc moi, je m'appelle Noël Allais. Ça marche bien le micro, là, ça va ? J'avais eu, quand j'ai été appelé par Madame Lecomte pour participer à cette table ronde, elle me demandait de faire une intervention sur ma pratique sportive avec la problématique de la déficience visuelle. En fait, à vous écouter, il y a aussi d'autres dimensions qui ont été abordées, et la dimension vie personnelle et acceptation des difficultés liées à la destruction progressive de la rétine et à la diminution de la vue jusqu'à son annulation complète, ça change effectivement beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi j'ai 68 ans, ma vue s'est dégradée. J'avais toujours eu une mauvaise vue, je ne voyais pas la nuit, mais ma vue s'est dégradée à l'âge de 50 ans. Et depuis 50 ans, en fait, je suis dans une stratégie où petit à petit, il y a des choses que je ne peux plus faire, que je suis obligé d'arrêter, et d'autres que j'essaie de lancer en fonction des difficultés. Donc je me suis repositionné sur des activités nouvelles que je ne faisais pas à une période de ma vie et que je fais maintenant. C'est pas forcément facile à faire, mais malgré tout, ça maintient une dynamique, comme le disait un peu Yannick tout à l'heure. Par rapport à mon activité sportive, il y a 3 phases. Il y a une phase jusqu'à 50 ans où j'étais, on va dire, voyant normal. Il y a une phase entre deux qui a été un peu plus courte, où il a fallu une adaptation pour changer d'activité sportive. Et maintenant, je suis sur d'autres activités sportives que je peux continuer à faire. Bon, principalement, c'est le tandem. Hein, j'ai fait du vélo pendant 20 ans, en vélo solo, donc j'ai continué à faire une activité que j'aimais bien. Alors, les sports, moi, je suis pas un sportif de naissance. Je n'aimais pas beaucoup le sport. Pour moi, c'était un pinsomme que d'aller au stade, de faire de l'athlétisme. C'était vraiment un truc qui me plaisait pas du tout. J'avais même réussi une année à me dispenser tout seul d'activité physique sans que personne s'en aperçoive dans le lycée. Et ça me faisait bien marrer. Il n'empêche que je faisais de l'activité physique. J'ai fait pas mal de natation. J'ai un établissement, j'étais scolarisé pendant 3 ans dans un lycée à Paris, et au lieu de faire de l'athlétisme, ils proposaient de faire du patin à glace, et j'ai eu 3 ans où je faisais du patin à glace, je faisais 3h30 par semaine comme un fou à la patinoire à Boulogne-Billancourt, et vraiment j'adorais ça.
J'ai appris à faire de la voile, j'ai fait beaucoup de dériveurs. J'ai appris à être chef de bord sur des bateaux de croisière. J'ai fait des écoles de voile prestigieuses, l'école des Glénans et l'école de l'UCPA, et j'étais chef de bord et chef d'escadre à l'UCPA. J'ai encadré des bateaux, bon alors des fois dans des conditions un peu difficiles, c'est-à-dire que quand on faisait des entrées de port la nuit et que c'était moi qui étais responsable du coup, parfois c'était un peu délicat. Mais les gens à bord étaient au courant et franchement ça se passait bien. Par contre, j'arrivais à les surprendre, c'est-à-dire que de temps en temps dans le bateau, on se fait une petite sieste, on laisse l'équipage manœuvrer le bateau, ils sont là pour ça. Et de temps en temps, j'étais allongé dans ma couchette et je disais au barreur, dis donc, t'as perdu ton cap, t'es plus sur le bon cap. Et ils se demandaient comment je faisais. C'était relativement simple en fait, quand on est couché dans un bateau, qu'on a l'habitude, on écoute le bruit de la vague sur la coque. Et quand on est toujours sur le même cap, c'est le même bruit qui se répète de façon régulière. Et si on change de cap, ça change des choses. Et du coup, alerte, il n'est plus sur le bon cap. C'est assez marrant. Ça les surprenait, ils n'ont jamais compris comment je faisais. Voilà. Et puis, après, il y a eu une phase un peu difficile, c'est-à-dire qu'avec un copain, pendant une vingtaine d'années, je faisais du vélo toutes les semaines. J'avais réduit mes activités sportives parce que j'ai 3 enfants, j'avais un boulot qui était prenant, c'était pas simple, et tous les dimanches matins étaient consacrés à une sortie d'une vingtaine, une trentaine de kilomètres en VTT au départ de Caen où j'habitais. Et puis un jour, je me suis fait peur parce que on croise des fois des poteaux qui sont un peu rigides, et quand on passe à vélo à côté et qu'on est passé un peu près, on s'est dit oula, là ça a été chaud. Et un jour, j'ai dit au copain, écoute, je suis désolé, mais je vais rentrer. Là, je le sens pas. Je me suis vraiment fait peur et il va falloir que j'arrête le vélo et que je fasse autre chose. Donc, période un peu difficile. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Quelle idée on peut avoir pour continuer à bouger sans prendre de risques comme c'était le cas? Je ne connaissais pas le tandem, puis je n'avais pas eu cette idée-là à l'époque. Je me suis dirigé sur l'aviron, parce que j'aime bien l'eau, c'est un truc qui m'intéresse, et je suis allé au club de Caen. Un peu difficile parce que j'arrive au club, je rencontre le médecin à qui j'explique mon problème, qui dit bon, pas de problème, ça doit marcher, vous devez pouvoir faire de l'aviron, etc. Première séance, je me pointe, je le croise, et il me dit, en passant rapidement, pas au 1 et pas au 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais pas du tout ce que c'était que le 1 et le 4. J'ai appris après que en fait, le 1, c'est celui qui est assis à l'arrière, qu'on appelle la nage et qui donne le rythme. Et le 4, c'est celui qui est assis à l'avant du bateau, qui regarde les autres, mais que personne ne voit. On nous a mis sur les bateaux sans trop nous apprendre. J'ai un gabarit qui intéressait, donc on m'a souvent invité, et puis on m'a pas réinvité sans me dire pourquoi, parce que je savais pas ramer, tout simplement. Ils n'ont pas pris la peine de nous apprendre à ramer et de nous intégrer facilement. Et puis un jour, il s'est passé un truc qui n'était pas très très sympa. Je viens pour faire une sortie un mardi, je crois, c'était un soir en semaine. On était 10. Et à 10, on avait de quoi remplir 2 yolettes, c'est-à-dire 4 rameurs plus un barreur, et puis faire une sortie assez sympa. Et en fait, il y en a un qui a dit bon non, moi je vais faire un solo, nous on va faire un double, et je me suis retrouvé tout seul. Personne avec qui monter sur un bateau. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur fais un petit scandale ou est-ce que j'essaye et je tente le coup? Donc j'ai tenté le coup. Ils m'ont mis un bateau à disposition, qui était un canoë français, pour ceux qui connaissent, qui est un bateau un petit peu plus stable. Je monte sur le bateau, je m'installe, et au moment où je m'installe, on règle toujours ses barres de pied en poussant la sellette au maximum, et la sellette sort de ses rails en bout de piste. En fait, le bateau était pourri, défaut d'entretien, il n'était absolument pas possible de sortir sur ce bateau-là. Je me suis dit, bon, ça c'est sympa, je leur ai rendu leur bateau, et j'ai arrêté. J'ai appris après, je vais vous expliquer pourquoi je vous cite cet exemple-là. J'ai appris après que justement l'instructeur qui était là sur place et qui a fait la répartition des bateaux était quelqu'un qui avait eu une formation spécialisée pour les personnes handicapées et qui avait 2 bateaux au club de Caen qui étaient équipés pour pouvoir accueillir des personnes en fauteuil. C'est quand même un peu dommage que sur une sortie comme ça, il n'assure pas le coup pour que la personne en difficulté ne soit pas tout seul sur un bateau. J'ai changé de club, je suis allé l'année d'après et pendant longtemps
au club d'Hérouville, et jamais à Hérouville, ce genre de situation ne s'est produit. On n'aurait jamais laissé quelqu'un partir tout seul sur un bateau sans quelqu'un l'accompagne. Voilà. Donc, c'est bien que les gens soient formés, mais le message, c'est pas mal aussi que finalement tout le monde aide à prendre en charge une situation comme celle-là et permette à celui qui est en difficulté de faire la sortie bateau et de participer comme tout le monde. Voilà. Donc j'ai fait du bateau, j'ai fait de l'aviron pendant un moment, 7-8 ans. Je me suis investi dans le club, je suis rentré dans le bureau et j'organisais les randonnées. Il y a des circuits de randonnée en aviron un peu partout en France et j'organisais notre participation en randonnée. Et puis alors, je vais rebondir un peu sur ce que disait Mohamed tout à l'heure. Le président de la Ligue des clubs d'aviron de Basse-Normandie nous a sollicité pour qu'on fasse une initiation à des personnes non-voyantes ou malvoyantes à l'aviron. Première année, personne. Ça fait un peu écho à ce que disait Mohamed tout à l'heure. Deuxième année, en fait, j'ai prospecté, j'ai fait du porte-à-porte dans toutes les associations. Je suis allé les rencontrer, j'étais dans des réunions statutaires, des assemblées générales, j'ai présenté le projet et vraiment, il faut aller chercher les gens les uns après les autres, un par un. Et la deuxième année, il y a eu 7 personnes qui ont pu bénéficier de l'initiation qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, je suis assez content parce qu'il y en a un qui est arrivé par l'aviron par ce biais-là et qui y est toujours, c'est Michael. C'est Michael. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Mais vraiment, si on veut aller chercher les personnes avec une déficience visuelle pour les amener sur des situations sportives, il faut les chercher un par un, au contact, expliquer les projets, rencontrer les groupes de personnes. Voilà. L'aviron, j'en ai fait 7-8 ans. J'ai fini par trouver une petite monotonie là-dedans, c'est-à-dire que c'est toujours le même canal. On y va soit vers le nord, soit vers le sud. Et puis, je suis revenu au vélo, qui était un peu mes anciennes amours, grâce à quelqu'un qui m'a fait découvrir le tandem. J'étais quelque temps dans l'association avec Yannick, et finalement, j'en suis sorti. Je me suis acheté un tandem, et j'ai 3 pilotes qui viennent en fonction de leur dispo, plus ou moins régulière. Et moi, j'arrive régulièrement à faire une sortie par semaine. Donc moi, je suis sur une activité sportive d'entretien. D'ailleurs, je ne cherche pas à faire de compétition, je ne cherche pas à faire d'exploits. C'est pas mon truc. Je trouve que les exploits, on en fait tous les jours dans nos activités, dans nos déplacements, dans ce qu'on imagine, dans ce qu'on développe. Et pour moi, l'activité sportive, c'est 30, 40 km, 50 km, tranquille. Que ce soit aussi un moment convivial, parce que ce qui est très sympa dans le tandem, et je pense que Yannick l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on est très proche de l'autre pilote, et c'est même vachement plus sympa comme situation pour pouvoir causer, quand on s'entend bien, que 2 vélos côte à côte. En fait, 2 vélos côte à côte qui causent, c'est vachement dangereux, alors que sur un tandem, on est tranquille sur un plan sécurité. Voilà, un peu ma situation et ma pratique sportive. 2 mots sur l'association que je représente. Je suis correspondant de l'association Retina France. C'est une grosse maison qui a 20 000 adhérents à peu près, basée à côté de Toulouse. Et moi, je représente cette association sur le département du Calvados. Mes activités en tant que représentant, c'est de mettre en place des concerts de chorale. J'en ai un le samedi 2 avril, samedi prochain, un autre dimanche d'après à Trouville-sur-Mer. Un peu partout dans le département, il y en a à peu près, normalement il devrait y en avoir 6. Cette année qui vont se faire. De temps en temps aussi, j'organise des repas dans le noir, lorsque j'ai la possibilité avec un restaurant de mettre ça en place. Et puis, ça m'arrive aussi de recevoir des appels téléphoniques, de faire un peu d'assistance, aussi bien technique que on va dire de motivation pour des personnes qui sont atteintes par des déficiences visuelles. Voilà mes activités, si vous avez des questions. Alors j'avais une petite précision pour Mohamed, c'est juste une boutade. Sur les bateaux, il y a 2 balcons. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Fais attention, tu mettras ta caméra. Des questions ? Ah, on a une question. Alors, ça n'a rien à voir avec le sport, c'est par pure curiosité. Mohamed, vous êtes non-voyant de naissance.
Et du coup, je me demandais de quoi vous rêvez. Bonne question, très bonne question. On me l'a posée beaucoup de fois. Alors, il me reste un tout petit reste visuel, mais effectivement, moi, je rêve pas comme vous, j'en suis certain. Ce serait un peu chiant. Non, mais j'ai totalement l'habitude qu'on me pose cette question. Et en fait, la réponse que je fais, c'est que je rêve en fait avec le reste de vision dont je bénéficie. Du coup, je rêve vraiment avec la façon dont je vois la lumière et puis les ombres. Mais mes rêves, du coup, sont plus faits de sensations que réellement de vision. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup de sensations dans mes rêves. Et du coup, c'est vrai que quand je me réveille vraiment avec la sensation des rêves, plus qu'avec les images sur la rétine, comme certains l'écrivent dans les bouquins. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir. Faut pas hésiter. Hein. Merci beaucoup. J'avais une question à Monsieur Allais par rapport aux propositions. La question, elle peut être à Yannick et à Noël aussi en même temps. Voilà, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, parce que je pense qu'il y a des choses possibles pour proposer des activités handivalide, parce que c'est vraiment au cœur de nos journées de sensibilisation. Est-ce que y aurait quelque chose possible, par exemple, avec nos étudiants qui s'inscrivent dans cette visée-là, en APAS, activité physique adaptée et santé. Qu'est-ce qui existe, hormis en duo tandem, où on propose des activités mixtes finalement, qui permettent de mixer les gens. Qu'est-ce qui existe d'autre sur Caen, et est-ce qu'il y a des projets en cours, ou est-ce qu'il y aurait un projet possible à mettre en place de façon pérenne sur l'année, quoi? Oui, bien sûr. Alors nous, c'est totalement ce qu'on fait sur Enduo, effectivement. Et alors, des projets, on en a plein, et d'ailleurs, ce sont les adhérents qui nous les apportent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Clairement, si on parle de projets bien concrets, à l'association, nous, on recherche bien sûr des personnes qui soient sportives. Alors, sans parler de compétition, Noël le rappelait, et il a tout à fait raison. On peut aussi, bien sûr, parler de loisirs, là. On recherche des personnes qui auraient envie de guider, de piloter. Alors, je parlais de cyclisme, mais il n'y a pas que ça. Je vous parlais de roller tout à l'heure. On a des personnes qui cherchent à avoir donc des pilotes de roller. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui ont envie de partager un moment et de faire du roller, nous, on peut tout à fait vous accueillir au sein de l'association. Je parle de roller, mais c'est de la randonnée aussi. Ça peut être du longe-côte. Tous ces sports sont complètement accessibles pour nous déficients visuels. Et vous pouvez taper en duo tandem sur le web, vous allez trouver effectivement. Moi, je vous invite à nous rejoindre quand vous le souhaitez, avec vos disponibilités, puis ce que vous souhaitez faire aussi, parce que je crois que c'est important lorsqu'on a envie de donner de son temps, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est aussi de faire l'activité qui nous plaît, qui plaît à chacun d'entre nous. Parce qu'il ne faut pas que ce soit pour le pilote quelque chose difficile à supporter. Il faut qu'il y ait vraiment cet échange dont parlait Noël avec son pilote. C'est ça, on est proche, on va passer un moment ensemble. Et donc ce qui est important, c'est d'échanger, c'est de discuter. C'est, je dirais au départ, c'est la machine, alors que ce soit le roller, que ce soit le vélo ou autre, c'est la machine qui va être le lien. Mais au-delà de ça, j'allais dire, le vélo par nous-mêmes, enfin je pense que Noël va être d'accord avec moi, quelque part on s'en fiche du vélo. C'est ce qui nous procure, qui nous intéresse, et c'est l'échange, c'est vraiment ça qui va être important. Donc moi au contraire, je vous invite à nous rejoindre, à nous contacter si vous avez envie de partager ce genre de moment. Et puis sur un projet encore plus proche, et qui est un peu différent, mais on en a parlé, qui est autre le sport, va se dérouler, vous le savez, tous les ans, 2 ans, il n'y a pas eu à cause de ces situations du Covid, mais le festival Beauregard. L'accès à la musique, pour nous, déficients visuels, oui, c'est quelque chose d'important. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui me contredise là-dessus. L'idée qu'on avait en duo, en tout cas, c'est de mettre une équipe assez conséquente de personnes qui auront envie de donner de leur temps pour accompagner les personnes déficientes visuelles ou autres situations de handicap, pour pouvoir venir d'une scène à l'autre, d'aller boire une bière, d'aller manger un sandwich et de se rendre peut-être au sanitaire sans être obligé de demander. Je dirais à quelqu'un de la famille, et peut-être de même se donner l'envie et de se dire c'est possible que j'y aille, même si je suis seul,
aujourd'hui un dispositif qui va m'aider à pouvoir m'y rendre. Et c'est ce qu'on va proposer en tout cas cette année avec l'organisateur de Beauregard. Donc s'il y a des gens parmi vous qui ont envie de nous rejoindre, je dirais, pour aller passer une journée et profiter d'un concert, entre guillemets, j'ose le jeu de mots à l'œil, n'hésitez pas. Voilà. Et je passe à la nouvelle question. Je vais compléter un petit peu la réponse. Vous avez, si j'ai bien compris, plusieurs associations qui vous ont mis à disposition du matériel aujourd'hui pour pouvoir faire des démonstrations d'activités sportives adaptées. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose autour de c'est quoi ces associations et quel type de sport elles proposent. L'idée, c'est d'en avoir une liste et de savoir quelle est l'offre, entre guillemets. À partir du moment où on a l'offre, je pense qu'on pourrait nous diffuser dans nos assos. Moi, j'ai une adhérente que j'avais au téléphone ce matin qui était un petit peu déçue de découvrir assez tard finalement cette journée parce qu'elle aurait bien aimé y participer si elle l'avait su un petit peu plus tôt. Elle aurait bien aimé essayer plusieurs des sports pour en choisir un ou deux et venir pratiquer. Donc peut-être qu'un recensement de qu'est-ce qui est possible techniquement à travers de ce que vous avez aujourd'hui, ça pourrait nous permettre de diffuser des choses et éventuellement de recenser les personnes qui pourraient être intéressées et les envoyer aux associations concernées. Un petit point, j'ai pas dit ça tout à l'heure par rapport à Retina, mais Retina est positionné sur complètement autre chose, pas du tout des activités sportives. Lorsqu'elle a été créée il y a un peu plus de 35 ans, cette association s'est centrée sur l'aide aux personnes qui ont une difficulté visuelle, sur la communication autour de la recherche médicale et les difficultés pour les personnes. Et le troisième point, c'est organiser des manifestations pour collecter des fonds et financer la recherche médicale en ophtalmologie. Voilà notre cœur d'activité au sein de Retina. On n'est pas du tout positionné sur l'activité sportive. Et à la limite, cette activité-là, et si moi je fais quelque chose là-dessus, ça sera à titre perso, mais pas au titre de l'association. C'est pas son job. Mais pourquoi pas? Merci beaucoup pour les précisions Yannick et Noël. Et du coup, je vais rebondir, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure, Noël, sur les associations. En fait, il n'y avait que 2 associations qui étaient présentes. C'était Valentin Aoui et sur la partie sportive, le comité régional handisport, donc qui n'est pas une association d'ailleurs, mais une délégation de la Fédération française handisport. Attention les portes. Et du coup, voilà, il y avait une partie des ateliers sportifs, des activités qui étaient animées, encadrées par des salariés handisport, et l'autre partie qui était mise en place par les étudiants, puisqu'on a nous aussi du matériel spécifique, des masques, des ballons à grelots, voilà, on a un petit stock de matériel qui nous permettent, et les étudiants ont eu des initiations aussi à des sports adaptés aux déficients visuels, et donc ils ont pu proposer aussi des ateliers sportifs. Donc finalement, en termes d'association, on n'en a pas beaucoup trouvé. Donc j'avais contacté, et les étudiants l'avaient fait, Yannick, pour potentiellement mettre en place un atelier tandem. Bon, finalement, le temps n'était pas très favorable. Voilà, c'est ça. Il y avait peu de disponibilité au niveau de l'assaut en duo, et puis de toute façon, voilà, la météo n'était pas favorable. Mais c'est quelque chose qu'on n'oublie pas et qu'on essaiera de mettre en place ensemble. Voilà. Donc au niveau des associations qui ont une offre sportive pour les personnes déficientes visuelles, on a peu de ressources finalement. Il y a un réseau très limité. C'est vrai que c'est dommage parce qu'effectivement, là pour le coup, le comité départemental, en tout cas au comité régional, doit pouvoir vous fournir je dirais, les différentes associations, vous proposer en tout cas les différentes associations qui existent sur la Normandie, je vous parle surtout sur le Calvados, parce qu'on a des clubs de basket, entre autres. Il y a Handinature qui fait du vélo pour les personnes en situation de handicap paraplégique, par exemple. Si on sort, je dirais là, de la situation d'activité visuelle déficiente, bon nombre aujourd'hui de clubs accueillent, si je puis dire, des personnes en situation de handicap. L'escrime à Aéroville, des personnes déficientes visuelles qui font de l'escrime, la boxe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va les retrouver, je dirais, plus dans des clubs aujourd'hui, on va dire, ordinaires, si on peut dire le terme comme ça. Et c'est un peu, je
rejoins un peu ce que disait Mohamed par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il est assez difficile de repérer les gens qui pourraient être atteints d'une situation de handicap parce qu'ils vont être confondus quelque part. Alors, on va parler d'inclusion et c'est plutôt pas mal, hein, mais ça va être un peu plus dispatché sur l'ensemble des clubs. Mais il en existe. Hein. Ouais. Je pense que la liste elle est assez importante au niveau du comité régional qui pourrait vous... Ouais, bah, on avait le club de Torbol de Lisieux avec Joël qui était présent. Alors sur Handi Nature, on n'a pas, j'ai pas contacté Gabriel Bourgault parce que le thème n'était pas à la déficience motrice cette année, mais d'habitude oui, Gabriel participe à ce type d'événement sans problème. Voilà. Et voilà. Après, moi, j'avais dans l'idée, avant j'étais sur l'université de Paris Sud, et on avait créé avec les étudiants au niveau de ce qu'on appelle nous le SWAPS, le service sportif de l'université. Pourquoi ? Alors justement, c'est très bien. Voilà. Il connaît pas parce qu'il n'y a pas d'offre sportive pour les publics d'EV. Et nous, on avait créé une section Torbol avec des personnes valides et déficientes visuelles sur le campus. Et donc, c'était un club qui était ouvert et qui est encore ouvert à l'année. Et les étudiants se relayaient pour encadrer la section Torbol qui permettait aux étudiants déficients visuels et valides de pratiquer ensemble. Voilà, sur du loisir, hein, bien sûr, il n'y avait pas d'aspect compétitif. Et donc, c'est vrai que le service universitaire sportif de Caen ne propose rien au public spécifique et c'est quelque chose qui reste en projet pour nous, quoi. Donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là parce que la communauté étudiante, elle est quand même très importante. Est-ce que vous allez refaire cette manifestation à destination d'un public déficient visuel ? Alors, certainement... Si je vous pose la question, c'est que je me dis qu'en fait, moi j'ai été prévenu la semaine dernière, c'est un petit peu short pour pouvoir réseauter, questionner les adhérents qu'on peut connaître pour qu'ils puissent venir, quoi. C'est-à-dire qu'il faut peut-être qu'on se mette dans le coup un petit peu plus tôt pour vous amener du monde une prochaine fois. Oui. Alors, les rencontres handi-valides, d'habitude, elles sont tout type de handicap confondus. Et là, le choix a été fait de cibler sur un type de déficience pour changer un peu. Donc l'an prochain, l'idée c'est d'aller sur un autre type de déficience et voilà, d'essayer de thématiser. Mais je pense que c'est des événements qui peuvent rentrer dans le cursus de formation des étudiants. Voilà, le fait d'organiser un événement autour du sport handicap ou du handi valide, ça c'est des choses qu'on peut... Voilà, maintenant qu'on est en contact, qu'il y a des envies communes, sachant que tout ce qui est mini-projet, gestion de projet, ça fait partie aussi du cursus de formation en licence et en master. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut envisager sans problème et du coup d'anticiper un peu plus la communication. Oui, bonjour. J'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire l'intervenante dans tout ce qui va être formation des jeunes et puis évolution du regard que porte la jeunesse sur les différents types de handicap, notamment la déficience visuelle. Nous, au lycée Notre-Dame de Fidélité, qui est juste à côté, les élèves sont là d'ailleurs aujourd'hui. Elles ont un chef-d'œuvre en fait à réaliser aussi dans le cadre de leurs études. C'est une formation tournée vers le sanitaire et le médico-social. Et donc, on est en partenariat avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix et France Bleu également, pour organiser l'année prochaine une journée de sensibilisation auprès des personnes valides, mais également auprès des personnes déficientes de différents types de handicap. Et donc, l'objectif est de valoriser les talents et de changer justement le regard. Et quand j'ai vu les t-shirts des étudiants de STAPS, c'est ça, verrez-vous la différence, ça nous a déjà beaucoup marqué parce que c'est vers ça qu'on souhaite aller avec les élèves assez jeunes qui sont mineurs, mais même auprès d'un très jeune public en fait, que les regards changent très tôt et ça passe par l'éducation des parents puis celui des enseignants et on va vraiment vers ça et c'est ce qu'on souhaite le plus possible, hein, même depuis la loi de 2005, mais d'autant plus aujourd'hui avec la société dans laquelle on vit.
Et donc, si on vous sollicite dans le cadre de ce projet-là aussi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour votre association ou qui pourrait répondre aussi à vos objectifs? Comme nous, c'est vrai que c'est des talents aussi qu'on recherche pour transmettre ça à la jeunesse d'aujourd'hui, quoi. Le public des jeunes enfants est peut-être le public, j'allais dire, le plus simple. Excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous pouvez juste rallumer les micros et rapprocher pour... C'est là où commence le handicap. Merci beaucoup. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Sous mon menton. J'écoute le professionnel. Hein. Oui, je disais, alors, avec le public des jeunes enfants, moi, j'irais bien au contraire, parce que c'est vraiment un public non seulement curieux, mais d'une curiosité tellement innocente. Là, je parle pas des tout petits peut-être, mais en tout cas pour leur faire des moments de sensibilisation dans les écoles primaires, je crois que le handicap, ça leur pose pas de problème, quoi. Si on ne réagit pas à un papier tendu ou à un dessin qu'ils ont pu faire, ils vont vous tirer sur le manteau, sur le pull en disant mais tu vas le regarder mon dessin, quoi. Et c'est tellement simple que c'est vraiment des bons moments aussi. On parlait de partage tout à l'heure, mais avec les gamins c'est d'autant plus intéressant. Et je vous rejoins hein, quand vous dites c'est à partir de ces moments-là qu'il faut qu'on puisse dialoguer, échanger et de garder cette innocence. Je suis pas dupe, mais de garder en tout cas cette simplicité, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Et c'est là où on va aider effectivement à traverser quelqu'un la rue, tout simplement en disant vous avez besoin d'un coup de main? Oui, eh ben on le fait ensemble. Si on n'a pas de besoin, on va savoir le dire gentiment, quoi. Et c'est dans l'échange toujours. Ça, je suis complètement d'accord. Et donc d'accord pour être en tout cas acteur dans une idée telle que vous le proposez là. Je tenais simplement à ajouter un tout petit quelque chose sur les enfants. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. C'est vraiment à ces âges-là, on va dire à l'adolescence ou peut-être même un peu avant, où il n'y a vraiment aucun préjugé. En fait, je prends l'exemple de tout à l'heure. Quand on présentait l'activité Showdown, il y a un jeune collégien qui est venu me voir et qui m'a dit en gros, je voudrais pas vous gêner ou vous déranger. Mais il m'a dit, est-ce que vous avez un petit handicap ou un petit truc comme ça? Il m'a dit un truc tout mignon. Je lui ai dit oui. Et il me dit, ça veut dire que là, vous me voyez pas? Et je lui ai dit, bah non. Et il me dit, oh, c'est dommage. Et c'était vraiment trop chou. Il y a une innocence totale. Je lui ai dit, bah oui, c'est dommage. Pourquoi t'es beau gosse, c'est ça? Il me dit, oui, c'est ça. Donc, ils ont vraiment aucune gêne. Et ce qui me fait dire ça, c'est que dans la rue, en fait, s'ils avaient été capables de le faire, c'est vraiment ce type de public ou que ça ne dérange pas du tout de vous aider, alors que moi j'ai remarqué, à partir de 18 ans et plus, il y a les tabous de la société qui s'inscrivent profondément, qui s'enracinent, et où, moi j'ai déjà entendu plein de fois des amis qui circulent entre eux, et ils me voient et ils me disent, ils se disent entre eux, déjà ils pensent qu'on n'entend pas, ça c'est vraiment un truc, ça c'est fou. Ah, tu penses que je devrais lui demander de l'aider ou pas? Est-ce que tu penses mais va lui demander directement, c'est beaucoup mieux. Et puis effectivement on se pose trop de questions, je pense. On manque vraiment beaucoup de spontanéité. Et c'est un travail qu'il faut faire très très jeune, justement, pour apprendre à garder cette partie de la jeunesse. Et je rebondis très rapidement, dans vraiment 30 secondes, sur les sports que moi je conseillerais, effectivement, que si vous voulez mettre en place des projets ou quoi, là je vais parler vraiment pour moi, pour ce que j'aime. Il y a vraiment des trucs assez simples à mettre en place. Des fois que ça intéresse les étudiants, par exemple, des trucs assez simples, comme la randonnée, comme ça a été dit. Moi, c'est un truc que j'adorerais faire et que je n'ai jamais trouvé de façon accessible. C'est toujours compliqué de trouver des gens qui sont motivés pour. Ou même la course. Moi, j'ai fait un peu de course à pied il y a 2 ans. J'avais trouvé un professeur qui était tout à fait, de sciences d'ailleurs, qui était tout à fait volontaire pour m'aider et tout. Ça, c'était vraiment top. Bon, ça s'est arrêté depuis. Mais voilà, c'est des trucs assez simples à mettre en place. Randonnée, course. J'avais fait aussi de l'escalade, avec aussi bien sur paroi extérieure que sur mur en intérieur. Et pareil, là, avec l'aide de voyants, soit en balisant les différentes prises, soit juste à la voix. Il me dit non, la prise de cette couleur elle est à gauche, celle-là elle est à droite, machin, ton pied à droite. Bon, c'est pas très compliqué à mettre en place, mais voilà, c'est juste 2-3 idées là comme ça que je lance qui me viennent à la volée parce que ce sont des trucs que j'aime. Voilà.